grand livre de l'univers. Une émission qui vous fait entrer dans les mystères de notre existence. Dans le grand livre de l'univers, vous allez découvrir ce qui se cache derrière les signes et les symboles. Accéder à une partie plus large de la matière distribuée dans l'espace-temps. Appréhender les contours justes du concept d'énergie sombre par des modèles alternatifs s'ouvrant sur vos équations et observations. Dans le grand livre de l'univers, toute la lecture de votre vie vous attend. Mesdames et messieurs, mes frères et mes sœurs d'ici et d'ailleurs, dans vos différents grades, degrés et qualités. Je voudrais avant tout propos saluer la grandeur et la beauté de notre univers. Et je voudrais me réjouir encore une fois de me retrouver en face de vous ce 15e jour du 3e mois de l'année 2026 pour poursuivre avec vous les échanges auxquels nous donnons chacun à son niveau du sens. Notre entretien de ce jour porte sur deux sujets que vous aurez bientôt le plaisir de découvrir. En attendant, suivons cette présentation ensemble. Mesdames et messieurs, je voudrais encore prendre quelques petites minutes de votre précieux temps pour vous dire partiellement qui je suis. Je suis Maître Maounian Justin Ndombe-Houndé. Je suis un Béninois résidant au Bénin. Je suis un sociologue de l'éducation, métaphysicien, grand initié aux lois et secrets de la vie. Je suis le directeur fondateur de l'Institut spécialisé en éveil du potentiel et maîtrise de la destinée, entendez ISEP. Je suis également le promoteur d'une chaîne de télévision qui est en arrêt de travail momentané. Je suis un fils de cet univers pas moins important que les autres et j'ai le droit d'être ici. À vous, chers amis, je destine le conseil que voici. Chaque jour, pratiquez avec diligence la voie de la compassion et de la compréhension. Naviguez à bord du vaisseau de votre corps jusqu'à la rive de l'émancipation. Alors, vous reviendrez dans le monde de la naissance pour guider les êtres vivants vers leur libération et les aider à comprendre les souffrances de la vie. Unissez-vous à vous-même. Abandonnez les discussions stériles et les critiques infondées dans le but de vous construire, dans le but d'étudier et dans le but d'inventer. Retenez pour finir que moi, Maounian Justin Ndombe-Houndé, je suis mon propre parcours. Je suis a ici la valeur d'un verbe d'état. Vocation du programme, le grand livre de l'univers. Vous le savez déjà. Il me plaît de revenir encore là-dessus aujourd'hui. Avec le grand livre de l'univers, nous allons briser le silence. Nous allons révéler des secrets précieusement et consciemment cachés au public, des secrets entretenus dans de petits cercles d'individus, lesquels secrets ne sont jamais parvenus au public jusqu'à nos jours. Notre époque, vous le savez, l'époque actuelle ne tolère plus l'ignorance, encore moins les fausses connaissances et les connaissances limitées. Notre époque ne tolère plus les connaissances limitantes. Je voudrais à cet effet vous inviter à être de ceux qui ne veulent plus naviguer à vue. Ceux qui ont fermement dit non à cette vie dans laquelle ils s'emballent, dans le seul but d'aller
et dans le seul but de venir, comme cet éléphant qui va et qui vient comme il l'entend, mais qui un jour attrapé dans la savane s'étonne de la poursuite dont il est l'objet. Cette vie, il faut refuser. À vous qui avez pris la décision courageuse d'entrer dans la génération audacieuse, je voudrais demander d'être fier de vous-même pour cette volonté manifeste de laisser la graine de la vie germer en vous. C'est la plus belle manière d'assumer vos devoirs et moi, à vos côtés, d'assumer les miens propres et ceux de la vie elle-même. Une preuve, s'il en est encore besoin, qui montre que l'ISEP est véritablement au service de l'accomplissement de l'homme. Le premier sujet de cette émission, ça porte sur l'histoire de Franck. Alors je voudrais vous inviter juste à suivre cette courte vidéo et après nous reviendrons pour faire nos commentaires. Mais je voudrais vous annoncer déjà que quand la vidéo va passer, c'est vous qui prendrez la parole pour procéder à vos commentaires, poser des questions, soulever les inquiétudes si vous le voulez. Et puis, s'il y en a qui veulent m'apporter des réponses et des commentaires directement à partir de mon téléphone, ils peuvent utiliser le plus 229 01 97 26 38 03. Bonjour, je suis Franck, marié depuis 27 ans, retraité, père de 2 enfants, un garçon et une fille. Et voici mon histoire. Chérie, ça sent super bon. J'ai hâte de manger. Dans quelques minutes, chérie. Aujourd'hui, j'ai aidé votre mère à faire la cuisine. Il a juste lavé les assiettes. Mon fils, tu voulais me parler? Papa, c'est à propos de la formation. Je vais bientôt commencer. Je suis fier de toi et ta sœur aussi. Vous êtes ma fierté. Je t'aime, papa. Chérie, je veux te parler. D'accord, je t'écoute. Je veux voyager. Encore, chérie, tu voyages tout le temps? C'est pour m'occuper de ma mère, tu sais qu'elle est vieille, et j'ai aussi besoin d'argent, beaucoup d'argent. Pas de problème, fais ce qu'il faut. Tu as juste à retirer ce qu'il te faut. Merci, chérie. Tu vas partir pour combien de temps? 2 semaines, le temps que maman guérisse. D'accord, chérie, appelle-moi quand tu arrives. Bonjour, mon amour. J'espère que ton voyage s'est bien passé. Merci, tout s'est bien passé. J'espère que ton trajet n'a pas été trop long. Je pensais à toi depuis... J'ai pris la permission à mon mari comme d'habitude. J'ai aussi l'argent que tu as demandé. Merci, chérie, et les enfants, j'espère qu'ils vont bien. Allô, Marie? C'est Franck. Elle ne répond pas. Chérie, j'espère que tu es bien rentrée. Oui, je m'occupe de maman en ce moment. Mais tu sais, il y a un souci de réseau au village. Oui, je sais, c'est pour ça que je n'ai pas insisté. Tout va bien alors? Oui, tout va bien, t'inquiète pas. D'accord, les enfants voudront passer le week-end avec moi. D'accord, chérie. Super, je m'en occupe. À tout à l'heure. Bisous. Vous savez, j'aime votre mère, je l'ai connue toute jeune et je ne regrette rien. Je profite de son absence pour vous dire que désormais tous mes biens sont à vous. Ne vous inquiétez pas, mes enfants, je n'ai rien. Je suis juste fier de vous. Nous aussi, papa, nous sommes fiers de toi. Nous aussi fiers de toi. Allez-y vous coucher, demain, on a des courses à faire. Bonne nuit, papa. À demain, papa. Papa! Qu'est-ce qui se passe? J'essaie de réveiller mon frère depuis ce matin. Il ne se réveille pas. S'il te plaît, viens. Mon fils, s'il te plaît, réveille-toi! Il faut qu'on l'emmène à l'hôpital. Va chercher les clés! Monsieur Franck, votre fils a une anémie sévère. On doit lui faire une transfusion sanguine rapidement. C'est mon fils, je suis compatible avec lui. D'accord, venez monsieur. Avant la transfusion, nous devons faire quelques examens pour vérifier la compatibilité.
Monsieur Franck, s'il vous plaît, j'aimerais savoir si c'est votre fils adoptif ou votre vrai fils. Pourquoi cette question? C'est mon propre fils. C'est impossible, monsieur Franck, je suis docteur. Les résultats qui sont dans mes mains, c'est impossible qu'il soit votre fils. Quoi? Réussir le test! Je suis son vrai père! D'accord, monsieur. Monsieur Franck, nous avons déjà fait la transfusion à votre fils, mais j'ai le second résultat. Comme je vous l'ai dit, c'est impossible qu'il soit votre fils. Courage, monsieur Franck. Docteur, je veux faire un test ADN pour ma fille et celui de mon fils, s'il vous plaît. Monsieur Franck, je suis vraiment désolé. Désolé pour tout ce qui vous arrive actuellement. Les résultats sont là, les 2 enfants ne sont pas de vous. Je suis vraiment désolé. Les résultats ne sont pas bons. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai toujours été disponible pour elle. Pourquoi moi? C'est trop dur. Je n'arrivais plus à tenir. Pourquoi tout ça? Je suis perdu. Mon cœur est brisé. Marie, j'ai été là pour toi depuis 27 ans. Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour toi? Regarde ce que tu me fais. J'ai 60 ans, pourquoi moi? Mes enfants. Chérie, j'ai vu tes appels manqués et tes messages, c'est pour ça que je suis vite venue. Tout va bien maintenant. Sa sœur est avec lui. Ils rentreront demain. J'aimerais profiter de ce moment pour vous annoncer une grande nouvelle qui va changer le cours de notre vie, mais j'ai beaucoup réfléchi. Je suis vieux et j'aimerais que vous ne discutiez pas face à cette décision que j'ai prise. Marie, tu sais, nous avons vécu plus de 27 ans ensemble et nous avons eu de magnifiques enfants. À partir d'aujourd'hui, je demande le divorce. Chérie, tu es un vrai comédien. Je ne suis pas en train de jouer la comédie. Je demande le divorce et j'ai déjà signé ma part. J'aimerais que tu signes ta part. Ne t'inquiète pas, je te donnerai un chèque pour que tu recommences ta vie. Papa, maman a fait quoi? Mon chéri, mon préféré, ne t'inquiète pas. Ma fille chérie, ma fille adorée, ma princesse, ne t'inquiète pas. C'est une décision mûrement réfléchie. Cette décision est pour le bonheur de toute la famille. Chérie, s'il te plaît, explique-moi ce que j'ai fait. J'ai déjà pris ma décision. Mais s'il te plaît, reviens, je t'en supplie. Si vous étiez à ma place, qu'auriez-vous fait? Voilà, dans cette histoire de Franck, qu'est-ce qui a retenu votre attention? Dites-le moi en commentaire. L'histoire de Franck repose sur quelques chapitres que je vais essayer de voir avec vous. 1. Son mariage avec sa femme date de 27 ans. Que veut-il vous signaler en rappelant ça? 2. Franck a 2 enfants qui font sa fierté avec une épouse, c'est-à-dire là, une fille et un garçon, tous 2 en âge adulte. 3e chapitre, les 2 conjoints s'accordent parfaitement sur un train de vie partagé. Il y a les mots comme chérie, les mots comme bisous, les expressions comme je t'aime, c'est super, tout ça qui remplit la conversation. Et puis, les coups de main du mari à la cuisine, vous avez suivi, et les repas qui répondent aux désirs communs. Repas préparés avec soin et servis à l'heure qu'il faut. Et il y a une entente qui est un peu comme cachée entre les multiples voyages de la dame au motif d'aller s'occuper de sa mère. Elle a la facilité de retirer de l'argent dans le compte bancaire de monsieur, sans parfois préciser le montant. Et puis, une fois qu'elle s'en va, elle promet d'appeler, et le monsieur aussi l'appelle pour avoir de ses nouvelles. Vous avez vu l'homme qui découvre que sa femme a un amant qu'elle entretient avec l'argent qu'elle lui
qu'elle lui soutire. Et la femme prétend qu'il y a un souci de réseau au village pour ne pas répondre à temps à l'appel téléphonique de son conjoint. La femme dit à son mari qu'elle s'occupe de sa maman, sachant bien qu'elle était avec un autre homme. Le mari, donc Frank, s'est comporté comme s'il n'en sait rien. Et il a partagé avec elle le bonheur de voir ses enfants passer le week-end avec lui. Il a annoncé aux enfants qu'il a connu leur mère toute jeune, sans aucun regret. Une manière de camoufler la surprise il venait de faire. Il annonce aux enfants que tous ses biens leur reviennent. Et au petit matin, la fille, l'alarme alarme son père au sujet de son frère qui ne se réveillait pas. À les diligences, ils sont là à l'hôpital. Le médecin parle d'anémie sévère, nécessitant une transfusion sanguine rapidement. Alors, quelques examens suivent pour vérifier la compatibilité au niveau des groupes entre Frank et son fils. Au résultat, le médecin veut savoir s'il s'agit réellement pour Frank d'un fils adoptif ou bien si c'est son fils réel. Alors celui-ci, Frank, je me dis, répond étonné de la question, c'est mon propre fils. Le médecin conteste en précisant qu'il est impossible que l'enfant soit son enfant. Le médecin, vous avez vu, a de la peine à lui annoncer, donc a annoncé à Frank que le test d'ADN qu'il venait de réaliser révèle que les deux enfants, la fille et le garçon, ne sont pas de lui. Le courage qu'il demande à Frank n'a servi à rien puisqu'il a explosé. Il a explosé et vous avez suivi ce qu'il a dit. Je vais essayer de rappeler ça. Il a dit, mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai toujours été disponible, Marie. Pourquoi moi? C'est trop dur, je n'arrive plus à tenir. Pourquoi tout ça? Je suis perdu, mon cœur est brisé. Marie, j'ai été là pour toi depuis 27 ans. Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour toi? Regarde ce que tu me fais. J'ai 60 ans. Pourquoi moi? Voilà quelques expressions. Sa femme lui dit à son retour qu'elle est vite rentrée parce qu'elle a vu ses appels manqués et ses messages. Frank annonce, dit-il, une grande nouvelle qui va changer le cours de leur vie. Il dit avoir beaucoup réfléchi avant d'ajouter ceci. Ça, je vais essayer de le citer. Je suis vieux. J'aimerais que vous ne discutiez pas face à cette décision que j'ai prise. Il appelle sa femme par son prénom. Cette fois-ci, ce n'est plus chérie maintenant. Il l'appelle par son nom, Marie. Il lui rappelle qu'ils ont vécu pendant 27 ans ensemble et qu'ensemble ils ont eu de magnifiques enfants. D'un ton blême qui donne l'impression d'une fermeté, il dit: à partir d'aujourd'hui, je demande le divorce. Et celle à qui il demande le divorce, donc il demande le divorce à son épouse, et l'épouse rigole en disant: chérie, tu es un vrai comédien. Et il répond: je ne suis pas en train de jouer la comédie. Je demande le divorce et j'ai déjà signé ma part. J'aimerais que tu signes ta part. Puis, il lui promet un chèque pour qu'elle aille chercher de l'argent et recommencer sa vie. Les enfants se mettent de la discussion pour savoir ce que leur maman a fait. Il les appelle par les sobriquets que vous connaissez, sobriquets auxquels les enfants sont habitués. Mon chéri, mon préféré, ne t'inquiète pas. Et il parle à la fille: ma fille chérie,
Ma fille adorée, ma princesse, ne t'inquiète pas. Puis il ajoute, c'est une décision mûrement réfléchie. Cette décision est pour le bonheur de toute la famille. Quand sa femme lui demande de lui expliquer ce qu'elle a fait, Frank lui répond que sa décision est prise. Il n'a plus eu d'oreille pour écouter les phrases comme « Je reviens, je t'en supplie, viens chérie, reviens ». Ces phrases que lançait sa femme. Alors il vous a posé une question brutale, comme si vous étiez mêlé à son histoire. Il vous a demandé si vous étiez à ma place, qu'auriez-vous fait? Donc voilà l'histoire de Frank que j'essaie de vous rappeler. Alors quelle réponse avez-vous pour lui, puisqu'il vous a posé la question? Dites-moi vos réponses en commentaire et moi je me chargerai de les lui envoyer. Alors si vous êtes intéressé par mes analyses qui vont suivre maintenant, je dis bien si vous êtes intéressé, appuyez sur le pouce en l'air, mettez un like, un j'aime, abonnez-vous à la chaîne, puis appuyez sur la cloche de notification pour ne plus rater nos analyses qui vous feront découvrir des aspects de situations auxquelles vous vous attendiez le moins. Partagez l'émission pour qu'elle atteigne le plus grand nombre de personnes possible qui sont dans le besoin d'enrichir leurs connaissances. Ils sont dans le besoin d'approfondir leurs réflexions sur des situations de ce genre. J'espère que c'est fait. Merci à vous. Allons-y, pas à pas. Et je vais vous poser quelques questions. Ce sera la démarche à suivre et on va voir ensemble. Alors, quel effet avez-vous ressenti en suivant ce film? Quel effet vous avez ressenti? De la compassion pour l'homme, peut-être. De la haine pour la femme, n'est-ce pas? Les effets produits par le film varient selon que vous êtes un homme ou que vous êtes une femme. L'objectif du film, c'est d'installer en vous, écoutez-moi bien, d'installer le doute l'un vis-à-vis de l'autre. Si ce doute existait déjà, peut-être dans votre ménage, dans votre entourage, il servira de moteur pour être renforcé. Le film dénonce quel fait? Le film dénonce le mensonge de la femme. Pensez-vous cela? Que c'est cela? Moi, je dis non. La femme est juste l'objet de ce doute que l'on veut vous installer, comme on le ferait pour une puce électronique et un logiciel. On veut vous installer un doute dans l'esprit. Ce doute installé se manifestera par des opinions variées. Certains diront, il faut se méfier de la femme. Méfiez-vous des femmes. Les femmes, elles sont dangereuses. Certains diront ça. D'autres diront, les hommes trompent aussi leurs femmes. Mais c'est bien fait pour cet homme. On ne sait pas ce que lui, il fait au dehors, etc., etc. Nous nous trouvons dans ce cas en face d'opinion, qui, d'une manière générale, varie en fonction des circonstances. Ce qui produit l'opinion et en est le socle, c'est l'attitude. C'est-à-dire que l'opinion repose sur l'attitude. Et l'attitude, elle est plus coriace que l'opinion. En premier lieu, qui ressort en second lieu de la mentalité. Je ne veux pas entrer dans des considérations sociologiques et hautement philosophiques, mais cependant, je vais essayer d'y aller un tout petit peu. Supposons que vous ayez un usager de la route comme vous, qui percute devant vous une pierre et tombe. Que faites-vous? Vous attendez pour porter secours à cet usager ou vous continuez tout simplement votre route? C'est une question, faites le choix. C'est cela l'attitude que vous adoptez en cas de danger d'autrui. Demandez à celui qui n'attend pas pourquoi il a continué sa route. Il vous dira qu'il est en retard
pour ses courses, son service, son emploi. Il est pressé parce que le temps, ça passe vite. Et puis, il ne veut pas se passer aussi pour l'auteur de l'accident. Ce sont là quelques opinions. Si vous lui demandez de justifier la dernière opinion, à savoir pourquoi il ne veut pas se passer comme l'auteur, il vous donnera des exemples de personnes qui ont été déjà victimes de tel ou tel soupçon alors qu'ils étaient juste porteurs de secours ou de bonne foi. Cette opinion génère une attitude d'indifférence. Et dans le cas de Franck, le film ne vise pas l'indifférence. Non, il vise le doute. Faire de vous des personnes qui hésitent toujours, des personnes qui changent souvent d'avis ou qui ne prennent pas de position claire. Le doute crée une attitude d'incohérence. Vos paroles, vos propos ne correspondent plus à vos actes. Vous êtes emballé dans la suspicion et des contradictions permanentes. L'incohérence, c'est aussi une attitude qui s'accompagne toujours de manque de transparence. Vous vous mettez à cacher des informations, à être vague sur certaines réponses ou, dans le pire des cas, à éviter ces réponses-là. Vous poussez les autres autour de vous à douter de vos intentions ou à douter de votre sincérité. Mais au-delà de l'incohérence, qui aussi est une attitude, il y a l'insécurité intérieure, il y a la méfiance excessive et il y a l'ambiguïté. Voilà aussi d'autres attitudes. Et ces attitudes cumulées engendrent le manque de confiance en soi et le sentiment d'incertitude. Vos paroles sont imprécises, floues, équivoques, laissant place à plusieurs interprétations. Ce sont là des attitudes que le film souhaite que les gens adoptent. Alors, qui parle de gens, parle de société. Et c'est là que le film devient intéressant. Il touche directement la mentalité humaine. La mentalité est ce qu'il y a de plus coriace encore en l'homme. Elle s'établit sur la base des croyances, des dogmes, qui prennent au fil des ans l'allure de normes. Alors souvenez-vous, en 2019, l'Occident a inventé et a vendu à l'Afrique une maladie appelée Covid-19. Rappelez-vous des attitudes que l'on vous a obligé à adopter. Prenons le cas du masque que vous avez porté au visage pendant longtemps. Imaginez qu'à ce jour, 8 ans après, vous continuez à porter ces masques. 15 ans après, vous n'aurez plus envie de vous en débarrasser. Observez ceux à qui la médecine occidentale demande de consommer des médicaments à vie contre telle ou telle pathologie, telle ou telle maladie. Ces gens-là ne guérissent pas de ces maladies, mais ils n'abandonnent pas les médicaments. Cela est dû à la mentalité qu'ils se sont forgés. Allons plus loin. Pensez-vous qu'il est facile à un parent musulman d'accepter le mariage de sa fille ou de son garçon en dehors de sa religion? C'est facile pour lui. Voyez comment l'Occident traite les Africains noirs. Vous avez beaucoup d'exemples pour comprendre que la mentalité est plus coriace que l'attitude et qu'on peut modifier une attitude, mais la mentalité, elle est difficile à changer. Le film tente d'installer une représentation que j'appelle dilution. Une dilution sociale qui décrit la perte progressive de l'identité, la perte progressive de la responsabilité ou de la cohésion. Cohésion d'un groupe humain ou cohésion de l'ensemble de la société.
Regardez ce qui arrive à Franck et la stigmatisation de la femme. De la femme qui s'en a suivi. Certainement, vous avez bien compris. Maintenant, nous allons essayer de nous retrouver en face d'une situation que je vais appeler fragmentation des mœurs. La dilution sociale, ce n'est qu'une fragmentation des mœurs. Le film vous invite à accepter cette dilution, donc cette fragmentation des mœurs, comme une dispersion normale ou un affaiblissement normal des identités, des responsabilités et des valeurs de sincérité, des valeurs de fermeté, des valeurs de fidélité. Je vais vous inviter à verser une petite goutte d'encre dans un grand seau d'eau. Vous allez obtenir quoi? Imaginez. L'encre va finir par se disperser dans l'eau et à un moment donné, elle va perdre son intensité. Elle peut se dissoudre totalement dans l'eau jusqu'à devenir presque invisible. C'est vers là que le film nous conduit. Ce que je désigne par l'anonymat dans la foule. Le film nous conduit vers l'anonymat dans la foule. Et dans une foule dense, personne n'est vraiment identifiable. Chacun se dit, je suis dans eux. Lorsque les normes, les traditions et les repères d'une société s'affaiblissent, qu'est-ce qui advient? C'est une question. Qu'est-ce qui advient? La réponse se trouve dans ce que l'Occident présente souvent comme ses valeurs universelles. Homosexualité, comme ils appellent, lesbienne. J'espère que vous me comprenez. Tout ce qui arrange et tout ce qu'on peut mettre dans le sigle LGBTQ. L pour lesbienne, une femme qui éprouve une attirance affective ou sexuelle pour une autre femme. Voilà. G pour gay. Les gars, on dit un homme attiré par un autre homme. B pour bisexuel. Une personne attirée par les hommes et les femmes à la fois. T, c'est pour transgenre. Une personne dont l'identité de genre ne correspond pas au sexe qui lui a été attribué à la naissance. Et puis Q, ça dit Q pour queer. C'est un terme qui désigne une personne dont l'orientation sexuelle ou l'identité de genre ne correspond pas aux normes traditionnelles. Voilà un exemple de dilution, de déviance. Alors regardez autour de vous les signes de l'existence de ce phénomène de LGBTQ, les signes qui montrent qu'ils existent et qu'ils bénéficient du soutien et de l'indifférence silencieuse. On est là dans un contexte de dilution sociale, de perte d'identité, de responsabilité, de perte d'image et surtout de fragmentation des mœurs. Tout cela a été préparé en amont par des films qui agitent la surface et évitent la profondeur. Alors, qu'est-ce que Franck vous a dit? Quelle est la question que Franck vous a posée à la fin de ce que on peut qualifier de déboire qu'il a vécu? Il vous a dit, si vous étiez à ma place, qu'auriez-vous fait? Il vous demande si le divorce n'est pas la meilleure solution ou bien si vous avez une autre solution à lui proposer. Et s'il vous demandait, ça je vais formuler autrement la question, si vous étiez à ma place, qu'auriez-vous fait pour éviter ce qui m'est arrivé? Je dis bien pour éviter ce qui m'est arrivé. Voilà le complément que moi je fais. Et ce complément, c'est l'appel à une précaution qui va au-delà du simple divorce. Parce que si on répond à cela, ça permet d'avoir une réponse, une solution profonde. Cet appel laisse quelques ouvertures à des questions que je voudrais ici vous poser.
quel est l'âge de Marie et de Franck au moment de leur mariage? Est-ce que c'est 25 ans? Est-ce que c'est moins de 25 ans? Est-ce que c'est 29 ans? Est-ce que c'est plus de 29 ans? C'est une première question. Est-ce que, avant de se mettre ensemble, les deux, Franck et Marie, ont cherché à savoir quel type de ménage leur prédestinait leur couloir de vie? Est-ce qu'ils se sont posé cette question? Cette question renvoie aux familles d'énergie et aux aléas que pourrait générer un ménage à conjoint compatible ou un ménage à conjoint incompatible, donc à problème. Je vais aussi vous poser cette question. Est-ce que Franck et sa Marie, donc son épouse Marie, partagent la même perception sur ce que sont les enfants qu'ils sont appelés à faire? Ça, c'est une question. Alors, généralement, quand on se met ensemble, c'est rare de voir les hommes et les femmes qui se disent en couple ou en ménage, c'est rare de voir les deux échanger sur quel genre d'enfant nous sommes appelés à avoir. Et là, la perception qu'ils ont de l'enfant, c'est peut-être un enfant beau, c'est un enfant ceci, c'est un enfant cela, c'est un enfant peut-être bien éduqué, ainsi de suite. Mais ce qui arrive à Franck aujourd'hui, où il se rend compte finalement que les deux enfants qu'il sait toujours, il a toujours été très orgueilleux en disant c'est mes propres enfants, s'il avait une perception autre des enfants, il serait peut-être moins choqué. Et ça, je m'en vais exploiter un test. Ça, c'est Khalil Gibran. Khalil Gibran qui vous a dit dans un test très poétique, vos enfants ne sont pas vos enfants. Vos enfants ne sont pas vos enfants. Ils sont les fils et ils sont les filles de l'appel de la vie à elles-mêmes. Ils viennent à travers vous, mais non de vous. Eh bien, qu'ils soient avec vous, ils ne vous appartiennent pas. Donc cette perception laisse tomber les questions de ADN a dit, ADN a dit, ADN a dit. Puisque vous savez déjà que les enfants ne vous appartiennent pas. Ils sont les appels de la vie à elle-même. Et que les enfants viennent à travers vous, mais ils ne sont pas de vous. Qu'ils soient avec vous ou pas, ils ne vous appartiennent pas. Vous pouvez leur donner votre amour, mais vous ne pouvez pas leur donner vos pensées, car ils ont leurs pensées propres. Vous pouvez accueillir leur corps, mais vous ne pouvez pas accueillir leur âme, car leur âme habite la maison de demain, que vous ne pouvez visiter pas même dans vos rêves. La maison de demain qui abritera l'âme de vos enfants. Khalil Gibran dit, vous ne pouvez même pas visiter ça. Vous ne pourrez jamais. Même pas dans vos rêves. Et continue en disant, vous pouvez vous efforcer d'être comme eux, mais ne tentez pas de les faire comme vous. Car la vie ne va pas en arrière, ni ne s'attarde avec hier. Vous êtes les arcs par qui vos enfants, comme des flèches vivantes, sont projetés. L'archer, donc celui qui tient l'arc, l'archer voit le but sur le chemin de l'infini et il vous tend de sa puissance pour que ces flèches puissent voler vite et voler loin. Que votre tension par la main de l'archer soit pour la joie. Car de même qu'il aime la flèche qui vole, il aime l'arc qui est stable. Voilà le test de Khalil Gibran.
Alors, si c'est cela, est-ce que, comme j'avais commencé déjà par le dire, est-ce que notre ami Franck, est-ce qu'il a pris toutes les précautions nécessaires pour essayer de se demander, mais écoutez, est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche? Est-ce que les enfants, quand on finit par lui dire, mais écoute, les enfants ne sont pas en fait de vous. Les résultats que j'ai en main là ne sont pas de vous. Quelle conclusion pouvait tirer? Bon, il a prêté son nom aux enfants et les enfants ont porté les prénoms depuis plusieurs années. Bon, qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander aux enfants de changer de prénom? Est-ce qu'ils vont courir dans tous les sens pour chercher maintenant le vrai père ou les vrais pères? Peut-être que la fille a un père, que le garçon a un père. Comment ça va se passer? Ce n'est pas une annonce radio ou un communiqué. Voyez-vous. Et vous avez vu ce Franck pleurer de toutes ses larmes, pleurer, tomber comme... Voilà. Tout ça, c'est pour semer en vous ce doute, cette dilution. Alors, quand moi j'ai regardé beaucoup plus en profondeur ce que je suis en train de décrire là comme scène, je me dis, est-ce que les deux ont vérifié avant de se mettre ensemble? Est-ce qu'ils ont vérifié avant de se mettre ensemble leurs caractéristiques propres? S'ils vérifient leurs caractéristiques propres, c'est pour dégager dès le départ les éléments de convergence ou les éléments de divergence dans la combinaison de leur fonctionnement, surtout interne, parce que chacun fonctionne d'une manière particulière. Et ce fonctionnement, en fait, tient compte d'un certain nombre de paramètres. Et moi, j'ai essayé de chercher à cet effet quelques éléments d'appréciation qui tiennent compte de l'âme, de la personnalité et de la force de Franck, et ensuite de l'âme, personnalité, force de Franck, âme, personnalité, force de Marie. Nous allons regarder, c'est affiché sur l'écran. Vous constatez avec moi que Franck, pour être bâti, c'est l'âme, il porte l'âme de type numéro 1, pendant que Marie porte l'âme de type 6. Que ce soit l'âme, la personnalité ou la force, dans notre univers ici, on n'en a que 9 catégories. Alors Franck utilise l'âme de la première catégorie et Marie s'inscrit dans la 6e catégorie. Et quand on regarde les deux, c'est que l'âme de Franck est incompatible avec l'âme de Marie. Ça veut dire déjà, il y a un problème. Quand on regarde la personnalité de Franck et on regarde la personnalité de Marie, on constate qu'il y a une certaine compatibilité. Mais ce n'est pas suffisant. Et quand on va vers la force qui les caractérise, ça c'est une question d'intensité, vous allez observer que Franck et Marie se retrouvent dans des problèmes à partir de leur force. Donc c'est trop sérieux cette question pour être mal appréciée. C'est ce que j'ai appelé les premiers déterminants du couple. Et quand je parle donc de ces premiers déterminants du couple, les deux conjoints, je dis bien les deux conjoints, sont incompatibles. Et quand je dis donc qu'ils sont incompatibles, c'est que Franck, surtout lui, il est totalement émotif. Alors que Marie est une dompteuse. Donc Marie, c'est une dompteuse. Les deux ne sont pas faits pour bâtir un ménage naturellement harmonieux et équilibré. Non. Franck a joué tout le temps le bon mari. Vous l'avez vu. Bah, chérie, va chercher l'argent. Alors tu reviens quand? Il va aider sa femme à la cuisine. Sa femme qui blague un tout petit peu. Donc finalement, vous allez constater que lui, il a joué tout le temps au bon mari. Et que Marie s'est améliorée, elle, au fil des ans,
dans son jeu de cache-cache. Dans son jeu de cache-cache. Et elle entretient 2 ménages à la fois, au point de laisser Franck, avec qui je suppose qu'il vit beaucoup plus longtemps apparemment, quand bien même ces derniers déplorent ses absences trop fréquentes, parce qu'il n'est toujours pas content que sa femme aille faire 1, 2, 3 semaines au dehors. Il a fini par laisser Franck élever les 2 enfants qu'elle a fait au dehors. Est-ce que c'est à son second mari? Ou bien elle a dupé encore ce monsieur avec qui, dit-elle, elle partage la vie? Maintenant, si vous désirez avoir des informations sur votre ménage, contactez-moi en privé pour cette offre spéciale de service. Ça, nous sommes en mesure, je dis bien, nous sommes en mesure de vous apporter des informations tout à fait fiables. À présent, je vais essayer de vous laisser encore une fois le temps de prendre la parole pour enrichir le sujet que nous soumettons à votre attention aujourd'hui. Le sujet là, c'est l'histoire de Franck. Vous allez utiliser, si vous voulez, l'un ou l'autre des numéros qui vont s'afficher sur votre écran. Et à partir donc de ce moment, je vais dire à tout à l'heure. C'est à vous de prendre la parole maintenant, si vous êtes là. Et nous reviendrons sur le deuxième sujet de notre émission de ce jour. Bien, est-ce que nous avons quelqu'un? Allô? Oui, bonjour, bien-aimé frère maître. Bonjour, à qui j'ai l'honneur? Oui, c'est Garafedro depuis Bassila. Ah, mon cher ami, comment ça va à Bassila? Oh, ça va très bien, bien-aimé frère maître. Tu es le premier à nous appeler ce matin. Oui, bien-aimé frère maître. Alors, tu as suivi l'histoire de Franck? Oui, j'ai suivi ça de Franck. Vraiment, c'est un peu triste. C'est un peu triste, non? Oui. Ouais. Non, ce que j'ai à dire est que comme c'est une seule enfant qu'ils ont fait test pour, et l'enfant n'appartient pas à Franck. Non, il a fait le test pour les 2. Ah, pour les 2. Et aucun des 2 enfants n'appartient à Franck. Ok. La dame a caché, en train de faire cette chose derrière Franck jusqu'à ce moment. Vraiment, ce n'est pas du tout bien. La décision que Franck a prise, il a donné chèque à la dame que de prendre ça est parti et que lui a pris la décision que c'est divorce. Bon, moi, je donne conseil à Franck de prendre cette décision parce que si demain il prendra encore en charge à ces 2 enfants encore en charge et que le propriétaire des 2 enfants là sont sortis pour réclamer sur ces 2 enfants, mais ça serait encore plus pire que de prendre autre décision après. S'ils prennent aujourd'hui pour dire bon, que c'est fini, moi je vois que c'est mieux. Alors, est-ce que tu as suivi la question que Franck a posée? Il a dit, est-ce que si vous étiez à sa place, donc si vous êtes à sa place, vous allez faire le divorce aussi? C'est ça, non? Oui. Si je suis à sa place, moi je fais le divorce. Mais moi j'ai posé l'autre question. J'ai dit, mais voilà la question que Franck a posée en disant, si vous étiez à ma place, que feriez-vous? Moi j'ai ajouté, mais qu'est-ce que vous allez faire pour éviter ce qui est arrivé là? Tu as vu ma question, non? Oui, bien évidemment. Et c'est là que j'ai dit, Franck pouvait éviter ce qui est arrivé si déjà, avant de prendre Marie, il a essayé d'étudier les caractéristiques. Il a regardé l'âme de Franck, il a regardé son âme, sa personnalité, il a regardé sa force. Il allait regarder ça aussi chez la femme pour voir, mais est-ce que nous pouvons rester ensemble ou pas? Oui, c'est vrai. Ou bien c'est pas mieux? C'est mieux, vraiment c'est mieux. Plutôt que de rester dans l'ombre et puis vous prenez la femme ou bien l'homme va se marier sans savoir, mais je plonge ma tête où là? Un jour vous avez vu une fille qui vous a plu, peut-être sa robe, peut-être sa démarche, ou bien la fille est là, le monsieur est venu la tromper,
Et les deux se mettent ensemble et puis voilà des situations qu'ils vont vivre. Est-ce que c'est pas mieux, comme je l'avais décrit dans mon analyse, d'avoir une autre attitude? Non, c'est bon, parce que sans faire cela, c'est ça qui fait qu'il y a beaucoup de divorces dans les couples. Il y a beaucoup de divorces. Hein. Beaucoup. C'est ça. Ce qui est dans l'ombre est beaucoup. Ou bien? Oui. Or, ce qui est dans l'ombre, on peut regarder ça avant d'aller se mettre ensemble. C'est ça. C'est pourquoi j'ai demandé s'il y en a autour de toi là-bas à Basila qui veulent se marier. Ils n'ont qu'à venir à l'ISEF. L'ISEF va essayer de, comme on le dit, voilà. Pour qu'on a violé Dion, sounou leur pauvre, mais pour est-ce qu'il n'y a pas de bois. Le phare a déjà fait pour lui. Oui. Le pasteur a déjà fait pour lui, mais on n'a jamais analysé les systèmes de fonctionnement, la vibration de chacun. On n'a jamais essayé d'établir la liaison entre les deux. Donc c'est ce que Lisa propose comme une solution. Au lieu de venir pleurer, de laisser tomber les gouttes de larmes, crier, tomber, sauter, rouler, il vaut mieux, comme on le dit chez nous, je crois que tu comprends bien ma langue. Oui. Fini au clan folle, yagma kore. Dei wa ikpoba. Iwa ikpode. Ti egbido godu, i eva jore gbore, agba no mo ntu eva jore ojinye ma. Voilà, donc ne laissez pas ce que vous pouvez vérifier, ce que vous pouvez contrôler. Donnez-vous l'occasion en fait de vérifier avant de vous engager. Donc c'est le conseil. Merci à mon ami. Merci de nous avoir appelé depuis Basila. Bonjour. Oui, bonjour. Et non, donc on vient. Un deux fois, tu es ici. Non, et là, c'est nous. Angelo. Kelly. Bon, puis à la mission. No, Zou to quoi maintenant? Zou to quoi maintenant? A vu mi kaka d'ailleurs me suis tout quoi mais on font bien la doigt assez bien. Et donc les ba mi dem ñu mi nan do dagi jono do fun gbe ngi ka bi mi bona mo tino do na problème. Bolo to e. O de ti ho e bo kwa ti dren. O e tin de mi. E tin de mo we de ja un susue. Bon, ja te akoinyo dio. Bon, plan me wan toti cambio na abandona. Toti lo abandona. Abandona. C'est ça. So, demi do mo poko mi ton dio me. Mi mam mo dona. Mi na la po klewe tebe. E mam abandona, e na fum na po klewe tebe. Bono ni yo me no ti do me. Na wi bo ile normalement. Amo mi na place ni wele. Bon, henwele na bien. Bon, limo na timen henwele. Bon, de apode na de mon pas dans ça no hotita. Ina do pere. Do me d'accord yo. Et ça c'est no hotita. Amo vide tenu ku ton kakawa kwende yo. Ku na wi bo ile. Onde? Bon. C'est ça. Village était avant le village. Nous na wi bo ye e do gudo de ton ya la novo e lo de ba ro fina pa lo jile de no do benda yo ama ti mo ko ton e na do pe bo mina san kan ko on le akole mo ken de on le akole le a mo na do pe bo ina do ne e no tele bo zo mo le kan do ko bio o dai koko e on do non de da ko bio e no de no je plito ken to mo le mo di de ne kokole no da si benda yo zo mo no ko son tinya lo dion non de ton garan ko no ba ni dre sans que me de ma sande bio de ne kokole no da si gbo zo mo no ko son tinya bo dion pa si bibe akodo gbo wa ko to ya blanovo me one obio no ko to mene tanfan e ma ya akodo gbo ti ala o ka pa ko ya me one bio no ko to me bo ne e na blogben mbadona bo da si mo di blanovo bo mi lo po bon ka he on elevo e o mo hene se ko izet ne o badona bo de mi nanu mo ti tanatino ko sa ni ha mi na mo cambio ti one ouais cambio tu au ka hobio ganji izep lo ni de alo fini dion audacia e na biada ka français bia lo nabi asina biada lo ko ni ala titi lo ko ni ala tu non de we go na wa après no
lo po ba le hoya ni alo indian ni madame lo elo apato indian na ena lo lo po fa we lo po fa we d'accord isep lo amole no jedo frank tidian amo e ya vi kaka o ko de lo taton dion 60 ans lo ça c'est do ba boni me bro di mo voilà et dasio e blo 27 ans donc période pour na blo foi ban bon ni no achi mo e wa isep mi cambiolo holi do chimelo ni franco tunda yo tu na jepo era baduna de alo papa tu alo meleno me khule no blo da yo era baduna ganji de me khule no de no blo da yo no blo nkai ton bono famille mais bono fa ganji voilà cho ena pla vila wa egbe din ma so yimone yena mo ede lo fi to ho me pon kaka badana je wano ko dasine ko danyon ne to sia no sia famille sia nechimo etewa zono achimo ewe dodi dolo no me lo film de mi ko pon lo franco sin ya median et Jonas Zen de lo tami tome et no yoro no lo dilution sociale ne on ni ewa chimo plavo hun mi ma so yo mon mi ma kia ou c'est pas c'est-à-dire ne tenez pas compte de ça, c'est comme ça la vie doit être, c'est-à-dire l'homme par exemple adasitoé la femme est si fiédré ewa divi et alors bon elle toya elle médiaton donc c'est ça la dilution sociale et on le français la fragmentation des mœurs. Donc c'est un phénomène dangereux. Donc on ne va pas voir pour des Franck Loavia bon oh bla ou périmé oh les non c'est pas une affaire de non ou son mais le goût de nos films de Jonas Zero tamiton mais on a une responsabilité miton identité miton et na fragmenté et na gba kaka ena so dinden mia e wazon lo ni ay do yidi bo pon nos auto e blasitan lo aliji mais on ena tite blanze téléphone bo de accident lo image des photos et sont les dit on va de na mais toto ko trop mais on ba ni wa no ba ni a mais bona je finedi on a noté de bois boy donc mais bon, a dit celui qui a vu son prochain accidenté et est parti, il a développé ce qu'on appelle une indifférence silencieuse. Wow. On appelle ça attitude. Donc, film de mi comme le Franck si nous aimons de na bloquer mina adopté indifférence néo. Voilà, très bien. Donc disons même ni éclair henule pour le niwa Anyway, Renou mais non Renou béton dion. Est-ce que Renou il y a 100 ans, 200 ans. Ouais. Renou le dion. Renou jeune c'est les Renou là, c'est les gens de 50 ans, de 60 ans qui sont nés peut-être dans les années 50 tout ça. Donc les vieux sont déjà partis. Vous comprenez non? Les vieux sont déjà partis et voilà ce qu'ils nous ont laissé. Cette dilution sociale, cette fragmentation des mœurs. Donc, nous n'allons pas voir Franck seulement et Dio, blaou, bien maintenant, assis, mettons les Dafogbe, et Laga, machin. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Il faut voir derrière ce qui est là, quelque chose de plus profond qu'on est en train de semer. Alors, il y a un mot, me dit, à mon sunu, là, il faut sunu manon bladane. Ou bien kaka na tressé bona wa ne bona blue mesh bona malu monda ine aka glace to na aka glada ya ino blanc ru kan mo ko me kaka bon egbe dian lo amo am esu boy donc e wendo di lo de no wa chikaka e virana lo kwegbe totona lo fine no tona lo fine e na tonpo bona jezo bona tonto bona ze de demain
bona blada, bona jende, sunai, sunugon, nyonunai, nyonugon, gbenia, beritene. Tu vois, donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc, moi je dis, ni mi balo, mi na ba dona, ize pona, na ba dona mi ganji. Bueno, me lete lo pole so me le ba dona. Ede? Bueno, me lete lo po, no ko son fancy mau do me le ba dona, bo di na wa gbo blan bo no ko so na to a. Oui, bien sûr, mi na ba kala don mi un. Amole ndo nko wana dia nko ze am Franck Tombo pon bon c'est quoi enfin j'essaie de comparer l'âme de Franck et l'âme de Marie et j'ai dit c'est incompatible donc là si on quoi ni me vas force ton pour vérifier système et marché c'est comme si il prend pile des petite pile des je sais pas quoi dans quoi on met la pile un boulot zéro pile de route mais c'est une idée. Voilà, donc c'est quelque chose de ce genre. Vraiment. Merci Angelo. Et alors, nous comptons le sur TikTok. Ah, d'accord. Nous comptons alors dire. Sur TikTok. Ah, d'accord. Ah, je suis content. Ami. Bonjour. Oui, bonjour, bien-aimé frère maître. Oui, à qui j'ai l'honneur, s'il vous plaît? Chidegbe Dieu donné depuis Basila. Ah, mon ami Chidegbe, tu es toujours à Basila? Oui, bien-aimé frère maître. C'est le 20 mars, tu as dit, non? Nous finissons le vendredi prochain. Donc ça veut dire que j'ai bien gardé la date. Vous avez vraiment gardé la date. Merci bien. Tu as suivi l'histoire de Franck? Oui, bien-aimé frère maître. Vraiment, ça fait pitié. Ça fait pitié, non? Avec ce que nous vivons aujourd'hui, là. Oui. Et nous posons la question de savoir où allons-nous. C'est ça. Et quelle vie laisserons à nos progénitures. Tout à fait. Donc, l'œuvre de Lisette, vraiment, c'est une œuvre noble qui contribue beaucoup à redorer le blason aux anciennes pratiques que nos aînés avaient pratiquées et qu'aujourd'hui, la jeune génération n'aime plus mettre en œuvre. C'est ça. Maintenant, concernant le mariage, oui. Avant de se mettre ensemble, former un couple, il est très important vraiment de vérifier si le garçon et la femme sont appelés à vivre ensemble. C'est ça. Moi, je l'ai vécu pour ma première femme, c'est que le prophète m'avait dit avec insistance que c'est celle-là oui. qui est ma femme, celle avec qui je dois vivre, j'ai mon bonheur et autres. Ah bon? Mais quand nous nous sommes mis ensemble, oui. bien aimé frère maître, oui. Vraiment, c'est après 7 mois que les problèmes ont commencé. 7 mois? 7 mois de mariage. Ce n'est pas que les problèmes ont commencé. Ce n'est pas 7 ans ni 27 ans. Hein? Du tout pas. 7 mois. Chez vous, là, ça a été rapide, là. Et c'est que les prières, j'en demandais, on me disait que ça va changer, ça va s'améliorer. Oui. Mais 11 ans après, le pire est arrivé. 11 ans après? Oui. Où nous nous sommes séparés. Donc, si j'avais connu Lisette en ce moment, oui. et que j'avais passé à la vérification, je crois que je n'allais pas vivre une telle situation. Tout à fait. Donc, j'invite nos frères, nos sœurs, les jeunes qui veulent se mettre ensemble aujourd'hui, oui. de passer à Lisette pour connaître véritablement leur identité. Tout à fait. Et voir s'il y a compatibilité ou s'il y a combinaison avant de se mettre ensemble. Tout à fait. Sinon, si l'incompatibilité est là et qu'ils ne le savent pas quand ils vont se mettre ensemble, c'est que ils finiront par vivre les mêmes sorts que moi, ce que je ne leur souhaite pas.
Tout à fait. Donc, puisque ça ne sert à rien de rester ensemble avec une femme, avoir des enfants, puis après vous allez vous séparer, c'est que l'éducation des enfants nécessite la présence des deux parents. Donc, je les invite sincèrement à faire recours à l'ISEP pour éviter de pareilles situations. C'est ça. Tel que Franck vient de le vivre. Il a beaucoup pleuré, hein? Assez. Oui. Et qu'est-ce que vous pensez de ce que Khalil Gibran nous a dit? Vos enfants ne sont pas vos enfants. Est-ce qu'il a raison, ou bien vous pensez qu'il a tort en disant vos enfants sont vos enfants par hasard? Non, il a pleinement raison. Nos enfants ne sont pas nos enfants. Aujourd'hui, nous disons que nous sommes les parents. Et nous mettons pression sur les enfants au lieu d'être leur guide. C'est ça. C'est que nous devons être leur guide, les orienter. Au lieu de prendre notre position de responsable et les imposer ce qu'ils doivent faire. Donc, les parents ne sont que des guides pour les enfants. C'est ça. Ce que Khalil Gibran a dit qu'ils sont des archers. C'est ça. C'est les arcs par lesquels les enfants sont venus. Et que l'archer a tendu l'arc pour que les enfants aillent très loin et très vite. Voilà. Alors, une dernière question, c'est vous qui... Je vais apprendre toujours à vos côtés. Dites-moi, dans votre langue, comment on appelle... si on veut dire c'est mon frère ou bien c'est ma soeur, comment on dit ça dans votre langue? Fofo nyeyo. Allô, dada nyeyo. Est-ce que dada c'est votre langue? Dada là c'est votre langue? C'est quelle langue? Bon, adiagbe fofo nyeyo si dada nyeyo si. Si vous êtes en train d'aller avec votre frère, et puis tu veux présenter ton frère à quelqu'un, tu vas dire, comment vous allez dire ça? Non, vigné. Il a sorti le mot et son téléphone est coupé. Alors il a dit, je vais dire non vigné. Or, dans la langue adja que je connais bien, non, ça désigne la mère. Vie, ça désigne donc l'enfant, c'est l'enfant de ma mère. Et c'est la survivance, en fait, du passé, ça. Et je ne sais pas comment ça va se dire de façon précise en Bariba ou en Dendi. S'il y en a qui me suivent actuellement, ils peuvent en fait m'apporter l'appellation. Mais nous avons vécu, ça fait très longtemps, des milliers d'années en arrière, c'est la maman seule qui peut dire l'enfant là appartient à. Et c'est pour ça que d'une manière globale, dans nos sociétés, nous désignons les enfants comme étant les enfants, la propriété de la mère. Et non vigné. Donc c'est non vie. Donc c'est l'enfant de ma mère et nous sommes ensemble. Donc voilà. Et non vie, ça se dit dans certaines langues. Et si vous comprenez le sens de ça, et que Franck avait très bien compris, il ne se mêlerait même pas de cette affaire de divorce ou tout ce qui lui est arrivé. Vos enfants ne sont pas vos enfants. Même la maman qui parle, qui pense qu'elle prétend que les enfants sont à elle, c'est pas vrai. On dit, ils sont les fils et les filles de l'appel de la vie à elle-même. Il faut que les enfants qui constituent l'appel de la vie à elle-même, que ces enfants passent par quelqu'un pour venir. Donc, ils sont venus. Ce n'est pas à vous de leur donner vos pensées. Vous pouvez leur donner votre amour, mais vous ne pouvez pas leur donner vos pensées. Leurs pensées sont dans une maison, ce qu'on appelle la maison de demain, que vous, les parents, vous ne pouvez même pas visiter. Je crois que c'est ce que Khalil Gibran nous enseigne. Et moi, je suis tout à fait d'accord pour que la liberté, dans l'éducation qu'il faut donner aux enfants, et tout à l'heure, notre ami a parlé de guide. Donc, il faut orienter. Il faut aider les enfants
dès le bas âge, déjà adopter les bonnes mœurs, éviter la fragmentation des mœurs, éviter la dilution sociale, éviter l'indifférence, faire en sorte qu'il y ait une certaine fermeté dans ce que l'on doit faire. Si c'est un engagement, qu'on soit ferme. Si c'est une promesse qu'on a eu à faire, il faut qu'on soit ferme, de manière à ce qu'on reste fidèle à l'idéal que l'on a choisi. Mais quand il s'agit du ménage en amont, il faut essayer de vérifier. Et c'est ce que nous pouvons proposer le mieux à tous ceux qui nous ont suivis. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre en ligne? S'il n'y en a pas, nous allons passer au deuxième sujet du jour. Ça ne va pas nous prendre beaucoup de temps. C'est juste une leçon de vie. Et c'est titré « J'ai pleuré 6 ans après ». Nous allons suivre cela. Dans une patrouille opérationnelle, j'ai perdu 2 hommes, donc ça me permet de les citer d'ailleurs, maréchal de Giquingue et le brigadier Jean-Baptiste. Et donc, on m'avertit, moi j'étais en déplacement, on m'avertit qu'ils sont morts, etc. Donc je reviens rapidement. Et la première chose que l'on voit lorsqu'on arrive, c'est le regard des autres. Moi j'étais le chef, je commandais l'opération Pamir 9 en Afghanistan. Donc j'étais colonel, j'avais à peu près 1000 hommes sous mes ordres, etc. J'étais l'autorité légale sur le théâtre. Vous voyez, donc, et d'un seul coup, la première chose que vous voyez, c'est les regards qui se tournent vers vous. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait, chef, etc. Et là, vous êtes obligé réellement de... vous n'avez pas le droit à l'émotion, vous n'avez le droit à rien du tout. Dire, les gars, on continue, attention, etc. Donc, d'abord, c'est extrêmement compliqué sur le plan émotionnel de masquer un peu son émotion. Bon, on n'y arrive pas forcément beaucoup, véritablement. Et puis ensuite, il faut... la deuxième chose, quand les regards sont tournés vers vous, il faut bien montrer que le chef est toujours aux commandes. C'est-à-dire que le chef est toujours là, donc vous me regardez, là, on va continuer à faire notre mission telle qu'elle a été prévue, et ça change rien. Après, il faut rassembler les troupes, il faut, si vous voulez, remotiver tout le monde, parce qu'il y a forcément une pression, enfin, je veux dire, il y a quelque chose qui est cassé dans la mécanique, si vous voulez, donc il faut absolument relancer immédiatement. Qui est aussi une explosion morale et psychique. Une explosion morale, voilà, et donc on renie les troupes, on essaye de les remotiver en disant, ils sont pas morts pour rien, maintenant on continue ça. Mais ça, c'est pas la partie la plus difficile. La partie la plus difficile, qui a été sans doute la partie la plus compliquée de 40 ans de carrière, en fait, c'est qu'à un moment donné, il faut appeler les familles. Voilà. Et ça, c'est vraiment terrible. Et c'est vous qui vous en êtes chargé. Bien sûr. Et alors, en plus, c'était 2 soldats, c'était des familles composées. Alors, j'ai donné un certain nombre de coups de fil. Et je suis resté, franchement, 45 minutes devant mon téléphone sans pouvoir décrocher. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on fait? Quel mot on utilise? Ça a été le moment véritablement le plus compliqué de toute ma vie. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on garde quelque chose de très très fort à l'intérieur de soi. Et donc moi, j'étais comme du béton ce jour-là, etc. Et en fait, j'ai pleuré 6 ans après. Il y a une espèce de chose, d'un déclic qui s'est déclenché pendant qu'on était... Le retour de cette émotion. Oui, 6 ans après. 6 ans après. C'était encore l'Afghanistan. Et un soir à la télé, aux infos, il y a un soldat qui meurt. Et je suis parti en claquant la porte et j'ai été chialé dans ma chambre. Voilà. Et je vais essayer de reconstituer ce que nous sommes en train de suivre là. Et c'est Nicolas Richoux, c'est le général Nicolas Richoux, qui nous a raconté la gestion de la mort de 2 soldats. Finalement, ça fait 3. Il nous a dit que dans une patrouille opérationnelle, il dit, j'ai perdu 2 hommes. Un maréchal de logis, il a dit, c'est King, c'est ce que j'ai entendu, et puis le brigadier Jean-Baptiste. Il dit, j'étais en déplacement et on m'a averti qu'ils sont morts. Alors qu'est-ce qu'il doit faire? Il dit, je reviens rapidement. La première chose que l'on voit lorsque l'on arrive, c'est le regard des autres. Les autres soldats, ils sont là, ils vous regardent. On fait quoi? Il a dit, j'étais le chef. Je commandais une opération en Afghanistan. J'étais le colonel en ce moment, mais il est aujourd'hui un général. Il a dit, j'avais à peu près 1000 hommes sous mes ordres. J'étais l'autorité légale sur le théâtre. Et d'un seul coup, la première chose que vous voyez quand vous arrivez sur les lieux, vous dites des gens sont morts, c'est le regard qui se tourne vers vous.
C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait, chef? On abandonne, on continue. Et il dit, et là, vous êtes obligé réellement de dire, les gars, on continue. Et c'est là qu'il dit, c'est extrêmement compliqué sur le plan émotionnel. Sur le plan émotionnel. Il dit, c'est compliqué de masquer même un peu son émotion. On n'arrive pas forcément beaucoup, véritablement, dit-il. La deuxième chose, en fait, à laquelle il a fait face, il dit, quand les regards sont tournés vers vous, il faut bien montrer que le chef est toujours aux commandes. C'est-à-dire que le chef est toujours là. Donc, vous me regardez, soldats, là, je ne peux que vous dire qu'on va continuer à faire notre mission telle qu'elle a été prévue. Et ça ne change rien. Après, il faut rassembler maintenant les troupes. Il faut remotiver tout le monde parce qu'il y a forcément une pression. Il y a quelque chose qui est cassé dans le mécanisme. Donc il faut absolument relancer immédiatement. Il dit que même en ce moment, il a senti comme une explosion morale et psychique. Alors, quand on réunit les troupes, on fait quoi? On essaie de les remotiver en disant que ceux qui sont morts là ne sont pas morts pour rien. Maintenant, pendant qu'on est là, c'est qu'on doit continuer. Mais ça, dit-il, ce n'est pas la partie la plus difficile. Dis ça aux gens qui sont devant vous, non. Il dit la partie la plus difficile et la plus compliquée durant ces 40 ans de carrière, c'est qu'à un moment donné, il faut appeler maintenant les familles des soldats qui sont tués. Et c'est ça, dit-il, c'est ça qui est véritablement terrible. Il dit que c'était, dans son cas, des familles composées. Alors, il a donné un certain nombre de coups de fil. Donc, il faut appeler les gens séparément. Il dit qu'il est resté 45 minutes, franchement, 45 minutes devant son téléphone sans pouvoir décrocher. Peut-être les gens appellent de l'autre côté pour savoir. Mais il regarde, il ne sait pas. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va faire? Quel mot il va utiliser pour apaiser les familles? Il dit que ça a été le moment véritablement le plus compliqué de sa vie, de toute sa vie. Et puis, ce qui suit, c'est que on garde quelque chose de très fort à l'intérieur de soi. Et c'est là qu'il dit, j'étais comme du béton ce jour-là. Mais j'ai pleuré 6 ans après. À quelle occasion il a pleuré? Il dit qu'il y a une espèce de déclic qui s'est déclenché en lui. Un retour d'émotion. 6 ans après, même 7 ans. Il était encore en Afghanistan. Quand un soir, il regardait à la télé, et puis aux infos, on annonce encore qu'un soldat français est tué. Il a dit, je suis parti en claquant la porte, et j'ai été chialé dans ma chambre. Voilà l'histoire de ce colonel qui a perdu 2 hommes au combat et qui 6 ans après a pleuré. Il dit, il a pleuré parce qu'il ressentait une émotion forte. Alors là, maintenant, je vais vous inviter à prendre la parole pour dire quelle leçon de vie on peut tirer de cette histoire. Ce n'est pas un petit agent, c'est un officier supérieur, c'est un général. Il dit, j'ai pleuré 6 ans après. Vous-même, vous êtes peut-être père, vous êtes peut-être mère, vous êtes peut-être grand frère, même si vous êtes petit frère, vous avez peut-être perdu des gens. Et puis c'est des années après que les larmes se mettent à couler. Et cela est arrivé plus d'une fois à plus d'une personne. Vous vous souvenez de votre papa qui est décédé il y a 10 ans. Vous vous souvenez peut-être de votre maman qui est décédée il y a peut-être 8-7 ans. Et puis vous êtes là. Et tout sans le savoir, les larmes commencent par sortir. Alors dans le cas de cet officier, quelle leçon il veut nous apporter? Quelle leçon de vie nous allons garder, apprendre et garder pour faire le chemin? Je vais vous laisser prendre la parole
Nous sommes au plus 229 01 51 51 51 35. Ou vous pouvez appeler plus 229 01 45 07 82 69. Vous pouvez m'envoyer également vos commentaires sur mon téléphone. Merci à tous ceux qui font l'effort déjà de m'envoyer leurs commentaires. Je souhaite vivement qu'il en soit beaucoup plus ainsi. Voilà. Merci beaucoup. C'est à vous de prendre la parole. Et Gallo est certainement là. Nous avons tout à l'heure l'appel de Angelo depuis le zoo. Nous avons l'appel de TDB depuis Basila. Et s'il y a d'autres qui nous suivent, vous avez la parole. Il a pleuré 6 ans après. Demander la ligne pour partager avec vous quelques leçons que j'ai tirées de cette petite histoire. Alors je rappelle ce que le général nous a dit. Il dit un soir à la télé, aux infos, il y a un soldat qui meurt. Et je suis parti en claquant la porte. Et j'ai été chialé dans ma chambre. Quand on dit chialer, c'est pleurer au sens familier du terme. Voilà l'histoire de ce général qui a perdu d'abord 2 hommes au combat et puis ensuite un autre. Et 6 ans après, il a pleuré. Mais il a pleuré pourquoi? C'est la première leçon, parce que il ressentait une émotion forte de tristesse, de frustration, peut-être d'humiliation, de découragement. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour, bien FM. Oui. Oui, c'est Egalo Pedro, bien FM. Ah, Egalo Pedro, tu es vraiment en train de nous suivre. Merci pour cette fidélité à notre émission. Tu vas te décorer. Merci beaucoup. Merci bien, FM. Merci bien. Oui. Bon, ce que le général a dit, vraiment, c'est normal, parce que il s'est rappelé de ce que ce soldat faisait avant. Ouais. Et vraiment, leur vie, quand il n'était pas là, mais il s'est rappelé, et c'est ça qui l'a touché, et il a pleuré. C'est ça. Mais le temps que ça s'est passé, mais il n'a pas pleuré, mais il sait que c'est une mission qu'il doit accomplir avant de terminer ce qu'il faisait. Ouais. Mais la leçon qu'il nous donne est que on doit s'aimer. L'amour du prochain doit être important pour nous. C'est ça. Oui, c'est ce que je prends dans son... sur ce qu'il a
dit. D'accord. Et là, je partage parfaitement ce que vous avez dit, mon cher ami et frère Gallo, Pedro, du côté de Basila. Oui. Alors, ici, moi, j'ai pensé qu'un chef, il porte souvent le poids moral de ceux qui dirigent. Et ça, c'est ce que vous venez de dire là. Oui. Même longtemps après les faits, il peut ressentir une responsabilité intérieure envers les hommes qui ont servi sous ses ordres. Oui. Le vrai leader et le vrai leadership, et c'est ça la leçon, implique une responsabilité durable envers les autres. C'est la première leçon. C'est-à-dire, il faut qu'on retienne ça. Le vrai leadership implique une responsabilité durable envers les autres. C'est la première leçon. Donc, nous avons vite au chant. Donc, nous avons dit que le gomme est le doigt. Nous avons dit au chant où il y a même si c'est votre épouse, même si c'est votre mari, même si c'est votre collaborateur, vous devez développer un vrai leadership. Et cela implique une responsabilité durable envers ceux qui vous entourent. Ça, c'est la première leçon. Je vais vous laisser partir pour continuer avec les téléspectateurs. Merci d'avoir appelé mon cher ami Gallo. Merci de m'informer. Allez, à tout à l'heure. Alors, la douleur peut rester longtemps silencieuse. La douleur peut rester longtemps silencieuse. Certaines émotions ne s'expriment pas immédiatement. Quand vous êtes aux commandes, certaines émotions ne s'expriment pas immédiatement. Dans les milieux de combat ou de grandes responsabilités, on apprend souvent à retenir les émotions, à retenir les larmes. Mais ces émotions peuvent ressurgir des années plus tard. Le temps n'efface pas toujours les blessures intérieures. Ça, il faut retenir. Le temps n'efface toujours pas les blessures intérieures. Ça, c'est la deuxième leçon de vie que nous devons retenir. Alors, un officier supérieur, je dis bien un officier supérieur, qui pleure, montre que malgré la discipline, je dis bien malgré un officier supérieur qui pleure, il montre quoi? Malgré la discipline et la dureté du métier, l'humanité demeure. L'humanité demeure. La sensibilité n'annule pas la force. Elle la révèle parfois. C'est la troisième leçon de vie que moi j'ai retenue de ce court rappel d'histoire que nous a produit le général que nous avons suivi. Je dis bien un officier supérieur qui pleure. Ça peut être un papa, ça peut être un grand-papa, ça peut être n'importe qui pleure malgré son âge, malgré la dureté de son métier, et veut montrer que l'humanité demeure. Ce n'est pas parce que vous avez pris de l'âge que vous n'allez pas montrer le côté humain de votre existence. Et c'est là que la leçon, la troisième, arrive. La sensibilité n'annule pas la force. Non. Il faut être sensible, même si vous êtes fort. Elle révèle cette force, elle la révèle, c'est-à-dire cette sensibilité la révèle parfois. Ça, c'est la troisième leçon. Alors, je continue. La mémoire des hommes qui sont tombés. Pleurer des années plus tard peut être une manière d'honorer la mémoire de ceux-là qui sont morts. Alors, quand il s'est caché ce jour-là, il a claqué la porte. Il est rentré dans sa chambre, il s'est mis à chialer, donc il s'est mis à pleurer. Des années plus tard, c'est sa manière d'honorer la mémoire de ceux qui sont morts. Et il sait qu'ils ne sont pas morts pour rien. Alors, cela montre qu'ils ne sont pas oubliés. Et la leçon qui vient, c'est la quatrième leçon. Les vies humaines comptent toujours, même longtemps après les événements. Vous êtes restés ensemble dans un même emploi, vous êtes restés ensemble, je ne sais pas où, et puis vous vous êtes séparés. Non, ne pensez pas que c'est fini. Les vies humaines comptent toujours, même longtemps après les événements. Il faut retenir cela.
C'est la 4e leçon que moi j'ai tirée pour vous de ce que il nous a conté ce général. Alors, nous allons voir l'importance du deuil. Certaines expériences extrêmes ne trouvent leur expression émotionnelle qu'après une longue maturation intérieure. C'est-à-dire, le deuil suit son propre rythme. C'est la 5e leçon de vie que moi je retiens. Certaines expériences extrêmes ne trouvent leur expression émotionnelle qu'après une longue maturation intérieure. Quand la maturation n'est pas arrivée à terme, les expériences que vous allez trouver, auxquelles vous allez faire face, ces expériences ne vont pas trouver leur expression émotionnelle. Mais une fois que ces expériences sont arrivées à terme, elles vont forcément s'exprimer, même si c'est après des années. Ça, c'est la 5e leçon que moi je tire donc de cette petite histoire de notre ami le général qui a bien voulu, c'est le général Nicolas Richou, qui a bien voulu partager avec nous son expérience. Donc voilà, encore quelques minutes, 2 ou 3 minutes à nos amis qui voudraient bien prendre la parole après mes commentaires pour enrichir, pour présenter aussi leurs leçons. Et après, nous allons passer à la recommandation de quelques ouvrages. Et nous allons partir d'ici. N'oubliez pas qu'à partir du 28 mars 2026, nous sommes à Boycon pour la grande fête champêtre, la première édition de l'année 2026. N'oubliez pas ça. Le thème, vous le savez, c'est porter à la souffrance le dernier coup fatal. Dernier coup fatal. Porter à la souffrance le dernier coup fatal. Venez suivre la démonstration. Qu'est-ce que nous voulons dire à travers ce thème? Venez, venez, venez. Le 28 mars. Ça commence à 10h. Et je fais la promesse qu'avant 17h, 18h, nous partirions déjà des lieux. Nous allons nous retrouver le 4 avril à Parakou, à Gorobani, au quartier, c'est-à-dire à Parakou, au quartier Gorobani. Nous allons nous retrouver là-bas le 4 avril. C'est pour poursuivre ce que nous avons entamé le 28 mars à Boycon, espace ISEP à Saclo, Kinderon. Nous allons continuer ça le samedi 4 avril 2026. Nous allons approfondir davantage ce que nous avons si bien commencé. Et là, la surprise, elle sera belle. Que ce soit à Boycon le 28 ou à Parakou le 4. Si nous avons des étudiants qui doivent changer de catégorie parce qu'ils ont terminé en beauté leur formation, nous allons les recevoir dans les nouvelles catégories. Et puis le 11 avril 2026, venez très nombreux pour soutenir les étudiants en fin de formation, celles-là qui sont méritants et méritantes, que nous allons élever au rang de maîtres métaphysiciens ce jour-là. C'est inédit, ils sont un certain nombre, je ne sais pas encore combien c'est, est-ce que c'est 4, est-ce que c'est 10, est-ce que c'est 8? De toute façon, nous sommes en train de travailler. La plupart ont écrit leur histoire dans des ouvrages. C'est le moment de venir découvrir et surtout de la soutenir. Je vais inviter à cette occasion des amis de premier plan qui ont soutenu l'ISEP pour leur dire, voilà, là où nous sommes arrivés, vous nous avez soutenus, c'est le moment de vous remercier. Ça va être de l'apothéose, ça va être la grande joie, ça va être de la ferveur. Il y a beaucoup de musiciens qui se préparent pour venir agrémenter la cérémonie. C'est une cérémonie certainement à laquelle vous n'avez pas encore pris part à ce genre de cérémonie. Je vous invite à venir. Mais soyez dans une catégorie donnée pour nous faciliter l'installation. Quand les étudiants vont venir vers vous pour dire venez nous soutenir, venez me soutenir, faites-leur ce plaisir de vous déplacer, d'être à leur côté. Parce que dans la salle, nous aurons
les invités de tel étudiant, les invités de tel étudiant, les invités de tel étudiant. Maintenant, si vous venez et que vous n'êtes pas étudiant d'un invité donné, vous aurez aussi votre place, vous aurez aussi votre catégorie, mais c'est toujours plus intéressant pour nous que vous soyez déjà, vous sachiez déjà là où vous allez rester avant de venir. Je vous souhaite d'agréables moments que vous allez passer en notre compagnie. Est-ce qu'il y a un ou deux qui attendent de nous parler? Si du côté de la réalisation, il n'y a personne, je vais passer alors à la recommandation de nos ouvrages. Le premier ouvrage que je vais recommander, c'est pour ce deuxième trimestre, je crois. Pardon, ce premier trimestre qui s'achève bientôt. Sinon, à partir du mois d'avril, nous viendrons avec un autre ouvrage de culture générale. Donc, c'est cet ouvrage. C'est intitulé France-Russie, la grande histoire. d'Anne de Kiev à Vladimir Poutine. C'est publié aux éditions Marcueil. Donc voilà. Et c'est écrit par Daniel de Montplaisir. Et c'est en quelle année il a publié cet ouvrage, il a écrit cet ouvrage-là. C'est en 2015. Voilà, c'est en 2015. Pardon, qu'est-ce que j'ai dit là? C'est en 2022. C'est en 2022 à Paris. Oh là là, oh là là, oh là là. Les ouvrages collectifs de l'auteur, c'est en 2015. Et puis, ce même auteur, il a publié cet ouvrage plutôt en 2023. Voilà, il a publié en 2023, donc il y a seulement 2 ou 3 ans. Donc, c'est cela que je vous recommande. Il y a certains de mes ouvrages personnels pour que vous êtes déjà habitués. Cependant, nous allons essayer de les revoir. Tu es ce que tu penses. C'est quelques pages. Tu es ce que tu penses. Après, tu es ce que tu penses. Nous allons passer à Je vis grâce à mon corps. Ensuite, après Je vis grâce à mon corps. Les secrets pour vivre heureux. Les secrets pour vivre heureux. Manifeste de l'initié, le livre 1. Le livre 2. De la vie, oser refaire sa vie à partir de ses pensées. Merci à notre réalisatrice qui nous a dit à signaler que tous ces ouvrages en termes d'image que ça passe. Merci à notre technicien de son. Ils sont tous dans l'ombre en train de faire le boulot. Merci à tous ceux qui m'accompagnent dans ce studio. C'est les carnets à cadeaux. Je vous invite donc à vous en approprier. J'en ai écrit tellement. Et c'est des recettes qui vous seront d'une très grande utilité. N'oubliez pas ce test de Khalil Gibran. Vos enfants ne sont pas vos enfants. Apprenez donc à lire ce test. Ça va atténuer quelque peu les émotions, tout ce qui vous peine beaucoup quand vous vous trouvez dans des situations totalement déplorables. Nous allons nous séparer, chers amis internautes, tous ceux et toutes celles qui nous suivent, nous allons nous séparer aujourd'hui, espérant nous retrouver dès le premier dimanche du mois d'avril. Mais d'ici à là, soyez avec nous le 28 mars 2026 à Boycon pour la fête champêtre, première étape. Parakou, quartier Gorobani, deuxième étape, c'est le 4 avril. Et puis, le 11 avril 2026 à Saclo-Quin-de-Noix à Boycon pour la troisième et dernière étape de cette première édition de la fête champêtre. Soyez nombreux et venez pour soutenir les étudiants qui seront élevés au rang de maîtres métaphysiciens. Ce sera avec plaisir que vous allez suivre cette cérémonie inédite. Merci chez vous et à très bientôt. Bye bye. Le grand livre de l'univers. Une émission qui vous fait entrer dans les mystères de notre existence.
Dans le grand livre de l'univers, vous allez découvrir ce qui se cache derrière les signes et les symboles. Accéder à une partie plus large de la matière distribuée dans l'espace-temps. Appréhender les contours justes du concept d'énergie sombre par des modèles alternatifs s'ouvrant sur vos équations et observations. Dans le grand livre de l'univers, toute la lecture de votre vie vous attend.